mohi mohi roa do tino te do e rahi. Hey! Moorea. Au beau milieu de l'océan Pacifique, à quelques encablures de Tahiti, l'île Sœur. Que ce soit côté mer ou côté montagne, les nombreux attraits touristiques de Moorea font d'elle une destination très prisée. Moorea est aussi réputée pour être l'île des chercheurs. 2 centres de recherche internationaux y sont installés. Et bien qu'elle soit connectée au présent, Moorea, Aimeho, comme on l'appelait autrefois, est une île qui a su préserver son authenticité. Mais Moorea, c'est aussi une histoire riche. Une histoire qui commence en son centre, la vallée de Opunohu. On ne peut pas marcher sur cette terre sans y avoir déclamé. Et en même temps, on appelle nos ancêtres, on appelle les esprits de la vallée à venir. On est là et on leur rend hommage. Une fois le rituel du Orero terminé, nous pouvons entrer dans l'histoire de Moorea. Hinano, médiatrice entre tradition et modernité, sera notre passeur. C'est ici que tout a commencé. Pour moi, Opunohu veut dire centre qui abritait toute la population de Moorea. C'est chargé d'histoire. C'est aussi le centre où c'est là où on va chercher à manger, c'est là où on va se ressourcer. C'est un lieu de recueil pour moi parce que j'aime regarder cette nature, elle est verdoyante, elle est encore préservée. Et c'est là où toutes les montagnes de Moorea sont rassemblées. Il n'y en a pas une qui n'est pas là. Ce cœur qui rappelle que il bat au rythme de chaque habitant de cette île. Opunohu a été très longtemps convoité par beaucoup de sociétés extérieures ou par des investisseurs. Mais pour nous, c'est notre garde-manger et c'est en même temps une richesse, c'est un trésor. Et on ne voudrait pas perdre ça, on ne voudrait pas que Opunohu nous échappe de nos mains. Cette chanson dit que cette vallée, Opunohu, c'est comme une mère nourricière. Le message final est celui-ci. Enfant de cette île, lève-toi et protège ta mère comme ta mère t'a protégé, comme ta mère t'a nourri. Eh bien, c'est ton tour, c'est à ton tour de pouvoir l'aimer, la chérir et en même temps la préserver. Nous voudrions transmettre ça à nos enfants avec toute sa richesse, avec toute sa beauté et bien sûr toute son histoire. La vallée de Opunohu, qui fut de tout temps très fréquentée, regorge de vestiges archéologiques. Hinano tient à nous montrer un marais, ses anciens lieux de culte. Mais pour cela, la tradition veut qu'elle soit accompagnée du dépositaire des savoirs ancestraux, Papa Mapé. J'aime venir ici. Ces sites archéologiques, eh bien, quand on va les visiter, on a envie de s'asseoir, on a envie de s'imprégner de leur histoire et de mieux comprendre aussi. E tua e tono prau, e tua e tono prau. Tra oho nene tiruto on tra pro o tane tra. E Ta ho ya oro puro o ahine tra.
Et il dit que pour lui, le plus important par rapport à ce marais, c'est surtout la construction. Ce soubassement, il dit que bon, pour lui, les pierres de fondation, les pierres de soubassement sont des pierres à portée, on va dire, féminine. Hein? Et donc les pierres rondes symbolisent le côté masculin. Et, c'est comme toute chose dans la nature. Donc les pierres aussi ont une énergie féminine et une énergie masculine. Et donc quand tu manipules, eh bien, tu sais quelles sont les énergies qui dégagent de ces pierres. Donc à chaque fois qu'on associe les pierres, il n'y a que les constructeurs de marais qui peuvent comprendre cette énergie peut-être par rapport aux pierres. Depuis les années 60, ce vieil hôtel de pierre a fait l'objet de bien des recherches. Parmi les plus originales, celle de Louis Cruchet, ethno-astronome. Le Marais, c'était un lieu à la fois dans l'espace et dans le temps pour permettre aux Polynésiens de se repérer par rapport à leur temps généalogique, leur temps de la mémoire des ancêtres et à la fois dans la toponymie, dans l'environnement, dans le lieu géographique. On va se mettre là. Louis Cruchet est docteur en anthropologie. Il s'est spécialisé dans l'approche astronomique des peuples premiers et grâce à ses relevés, il a pu déterminer que près de la moitié des marais des îles de la Société étaient orientés en fonction des étoiles. On va prendre le nord. Voilà. Accompagné de Vaea, sa fille, il revient sur ce lieu qu'il connaît bien. Maintenant, on va faire le relevé GPS. En ethnoastronomie, il faut connaître non seulement les étoiles, mais aussi les légendes. Selon Louis, ce marais a pu avoir un rôle bien particulier pour les anciens habitants de Moorea. Vaea tire la ficelle jusqu'au bout. Ce marais, il est orienté par rapport à 3 choses. Voilà, tu t'arrêtes à la pierre d'angle là-bas. Il est orienté par rapport à la montagne, le mont Rotui, qu'empruntent les âmes défuntes quand ils veulent passer dans l'autre monde. Ok, c'est bon. En même temps, il est orienté par rapport à une étoile qui se lève, qui s'appelle Annamuri, Aldébaran, et une étoile qui se couche, Annamua, Antares. Donc, c'était un lieu de culte extrêmement important, puisqu'il permettait aux défunts de partir dans l'autre monde. Tu refais un autre là-bas, s'il te plaît, à l'autre angle. Le fait de savoir que les Polynésiens étaient capables de construire des marais, des structures lithiques orientées par rapport aux étoiles, ça nous permet de déterminer le degré d'intelligence. Et par rapport aux autres cultures, savoir que toutes les autres cultures dans la préhistoire qui ne connaissaient pas l'écriture, ni les mathématiques, avaient pu en faire autant. Et donc, en fin de compte, ça veut dire que l'homme tel qu'on est maintenant, l'homo sapiens, depuis le paléolithique, il est le même, il a la même façon de réfléchir. Et en fin de compte, l'homme dit préhistorique était un homme intelligent au moins autant que nous. Aujourd'hui, alors c'était le jour particulier de l'éclipse, qui est un petit peu le mariage du soleil et de la lune. D'après les témoignages ethnographiques, on sait que les Polynésiens prenaient peur, se réfugiaient sur les marais et allaient invoquer les dieux pour que le soleil réapparaisse. Hinano a choisi de nous amener sur le côté ouest de l'île. Nous irons par la mer. Pendant les préparatifs du bateau, elle décide de tresser une couronne de haouti, une plante très utilisée pour confectionner les costumes de danse traditionnels. Quand on est danseuse, il faut apprendre à faire ses costumes très rapidement. Et donc depuis petite, on apprend à utiliser ses orteils, ses mains,
Quand on a un cadre, on a une île, on a une vie, un cadre de vie extraordinaire, et peut être que bien dans son corps. Voilà. Ça y est, la couronne est prête. Je pense que c'est bon. Cette plante, le haoti, Blanche de avait feuilles aussi la blanches. réputation d'avoir des vertus magiques. Lors des grandes migrations, les Polynésiens en emportaient toujours quelques plants à bord de leurs pirogues. Ils espéraient ainsi attirer les bonnes grâces du destin pour leur voyage. Ah, c'est pas beau ça? Regarde, c'est pas beau ça? Ouh, tout un banc là. Ouh, allez, on saute, saute. Allez, hop, saute. Ouh, voilà. C'est un cadeau du ciel. Là, on est là, ils viennent là, près du bateau, ils viennent jouer avec nous. Et ça veut dire qu'on a de la chance aujourd'hui. C'est une des activités préférées des touristes ici. Ils aiment venir voir de plus près les raies et les requins, leur donner à manger. En fait, c'est surtout le guide qui donne à manger. Et bon, ils observent de très près, les raies viennent sur eux. Et, donc voilà, ils peuvent toucher. C'est pas naturel, mais bon. C'est beau de voir ces créatures venir vers toi. Chercher à manger et ensuite repartir. On est à 25 minutes de Tahiti, mais en même temps, on se retrouve comme si on était dans une autre île assez éloignée de Tahiti. C'est mon île et je la considère comme une île particulière parce que c'est le lieu de mon enfance, c'est là où j'ai grandi, c'est aussi le lieu de mes souvenirs. Et donc c'est pour ça, j'ai beaucoup d'admiration pour Moorea. Mais d'où vient ce nom, Moorea? D'après Frank Taputu-Arey, pour comprendre l'origine du nom actuel de l'île, il faut connaître la légende dont sa famille est dépositaire. L'histoire du lézard, qui déchu par ses parents à cause de sa voracité, quitta son île natale et vint s'échouer sur ce côté-ci de Moorea. Par le passé, il semble que les légendes furent un moyen mémotechnique idéal pour transmettre de génération en génération les itinéraires de navigation ou encore le repérage des lieux. Nous nous trouvons à Apiti. La passe qui se trouve ici s'appelle la passe de Yamamoto. La passe qui a été coupée par un lézard qui venait de l'île de Tapuaman, que nous appelons aujourd'hui Mai'ao. La légende disait à peu près ceci. Tu prendras la direction, le cap de Mauaroa. Tu vas trouver le marais Reia, le marais de nos ancêtres. Tu iras là pour mourir. Et le lézard est allé sur ce marais. Et le lendemain matin, par les rayons du soleil, ils sont venus frapper sur le corps du lézard. Le lézard est devenu tout jaune. Et puis, non seulement ce jaune est resté sur le lézard, mais qui est parti aussi dans la terre et qui a enveloppé toute l'île de Moorea. Et toute l'île est devenue jaune. D'où le nom de Moorea, le lézard jaune.
Voilà, c'est d'ici que le nom de Moorea a été dit pour la première fois. Franck aimerait faire de ce lieu un site touristique incontournable. Avant de nous séparer, il tient à saluer ceux qui, avant lui, ont colporté la légende du lézard jaune. C'est mon père qui donnait les légendes, de toutes les légendes concernant Moorea. Mon arrière-grand-père, le pasteur Tamemu Tapo, qui a transmis les légendes à mon père, René Tapu Touré, et qui me les a transmis aujourd'hui. Et que moi, je continue à transmettre à mes enfants et à tous les amis qui voudraient bien connaître la légende de Moorea. Avec la présence du CRIOB, le Centre de recherche et observation de l'environnement, mais aussi d'une annexe de l'Université Berkeley, Moorea est l'une des îles les plus étudiées au monde. Dans le Pacifique Sud, elle sert de référence pour ce qui est de l'étude du récif corallien. Karana. C'est dans le cadre tropical de la station Gump Berkeley que Hinano œuvre auprès des jeunes générations. Bonjour les enfants. Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons des élèves qui viennent de l'île de Tahiti et qui sont venus pour des activités scientifiques. C'est un moyen de sensibiliser nos enfants à l'environnement, à la protection de l'environnement, mais aussi à leur patrimoine. C'est un patrimoine bioculturel qu'il faut connaître pour mieux préserver. Papouya auto? Et aïe, aïe, tatoué. Moi, je vais vous expliquer un peu le lien entre les coraux et le sable. À part s'il y a quelqu'un qui le sait déjà. Nicolas est étudiant stagiaire. Chaque fois qu'il le peut, il participe aux journées portes ouvertes de la station. Vous savez ce qui se passe quand un corail il est pas très content? Quand il y a de la pollution, bah, malheureusement, les coraux comme ça, ils blanchissent. Comme vous pouvez voir, il y a les algues qui sont expulsées. Ça laisse juste le squelette. Et ce qui veut dire que ce corail, il peut plus pousser. Donc, tout est connecté. C'est ça qu'il faut savoir. Que ce soit l'atmosphère, l'air qu'on respire ici, ou que ce soit toute la pollution qu'il y a dans l'eau. Et voilà, il y en a déjà un qui a vu des coraux. Ah, moi, je trouve ça super intéressant d'essayer d'apprendre, que ce soit aux enfants ou aux adultes, qu'il faut vraiment faire attention que quand on fait des choses simples comme sortir en bateau, de faire attention où on jette l'ancre, où on met les mains, parce que des choses simples comme ça, comme casser des morceaux de coraux, comme j'expliquais tout à l'heure, ça pousse pendant des années, c'est vraiment lent à pousser, donc et ça se détruit très 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 facilement. On récupère un peu de tout ici, mais... Le fait de manipuler pour un enfant, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'il voit. Alors qu'en classe, tu parles, tu leur dis voilà, c'est comme ça. Et alors qu'ici, non. Et je crois qu'ils retiennent mieux en manipulant quelque chose. Regarde là, il y a une puce de mer là. Une petite puce. Ah, vite, attrape. Je me régale toujours avec les enfants. C'est bien d'être près d'eux et de voir la joie qu'ils ont de partager, de découvrir ce qui existe sous une feuille, enfin sur une plage. Voilà, c'est avec les yeux d'enfants qui découvrent pour la première fois la nature et qui, enfin toutes ces petites bêtes qui vivent là et qui prennent conscience de la fragilité de l'écosystème d'une île. Donc, quand on prend conscience de la fragilité, eh bien, automatiquement, on a des gestes que l'on adopte. C'est une mentalité, ce sont des gestes que nous adoptons pour pouvoir respecter cette mère nature, mais en même temps, apprécier. Oh, viens, on va aller voir Papa Mapé là-bas. On va voir Papa Mapé, hein? Allez, va montrer à Papa Mapé ce que tu as ramené. Va voir là-bas avec Papa Mapé là-bas. Pou, il te fait noir. Pou hitifé noir, ça c'est une conque qui pousse sur le bord des plages. Hein? Donc une petite conque, un pou on appelle, pou. Vous connaissez le pou? Oui. Non, pas celui-là.
Pou, on souffle dans la conque pour appeler, pour dire qu'il y a. Après, ça peut devenir grand. Mais celui-là, c'est une espèce qui vit plutôt sur les plages. Notre histoire arrive à son terme, mais avant de nous quitter, Hinano veut nous emmener sur un lieu très symbolique de Moorea, Papetoai. Ici, un temple protestant a été dressé sur un ancien site sacré, le marais de la pieuvre. Et cette place a été une des bases de l'évangélisation de la Polynésie. Nous sommes là autour de cette source, la source de la pieuvre, de Taumatafe-Fatupuhau. Avant la construction de ce temple, eh bien, c'était le siège de cette pieuvre, de notre pieuvre. Je pense que la pieuvre est un animal emblématique de tout ce peuple qu'on appelle les Polynésiens. Nous avons tous comme animal, on va dire un animal totem, un protecteur, la pieuvre. C'est vraiment le symbole qui rassemble à l'aide de ses tentacules. Elle veille à l'aide de ses petites ventouses. Elle regarde, elle est attentive à la santé de sa population. Et la pieuvre, elle avait aussi ce moyen de pouvoir prévenir la population de Moorea. Elle lâchait l'ancre et cette eau devenait trouble. Et c'était un signe qui avertissait cette population. Eh bien, il y a quelque chose qui allait se passer. Les missionnaires sont arrivés. Où Pat'i, qui était le prêtre qui exerçait sur ce marais, fut converti au christianisme, ici, même, sur cette place, dans ce temple octogonal, qui représente, même si ce temple a été bâti de manière octogonale, c'est un peu le symbole de la pieuvre, avec ses 8 tentacules. Donc nous avons gardé ce symbolisme, cette pieuvre qui fait régner la paix, l'amour et l'harmonie, et aussi ce temple aux 8 côtés. Tout comme cette source, elle continue à couler, eh bien, la vie doit continuer à couler aussi et on doit tirer les leçons de ce passé, être bien ancré dans son passé et faire face à l'avenir. La petite sœur de Tahiti nous a livré quelques-uns de ses secrets. Rassurez-vous, il en reste bien d'autres. Pensons que cette terre calme, authentique et pleine de charme gardera intact tous ses trésors jusqu'au jour où nous reviendrons nous y ressourcer. Yaurana.